les combinaisons linéaires et l'espace vect. Vous l'aurez compris, dans un espace vectoriel, on n'a pas une myriade d'opérations possibles. On a juste une multiplication par des nombres et une addition. Mais on ne peut pas multiplier des vecteurs, on ne peut pas passer à la limite, donc au final, les objets que l'on va étudier dans le cadre théorique sont assez restreints. Si par exemple vous prenez un seul vecteur, u, et un scalaire, la seule opération que vous pouvez faire, c'est lambda fois u. Si maintenant vous prenez deux vecteurs u1 et u2 dans E, et deux scalaires, lambda 1 et lambda 2, au mieux, les manipulations que vous pouvez faire seront de cette forme-là, lambda 1 u1 plus lambda 2 u2. Et puis si vous prenez cette fois-ci n vecteurs, u1, un, et n scalaires, lambda 1, lambda n, au mieux, les manipulations que vous allez pouvoir faire sont de la forme lambda 1 u1 plus lambda 2 u2 plus 3 petits points lambda n un. Et on ne peut pas aller plus loin parce qu'on n'a pas de moyen de passer à la limite. Il nous faudrait une sorte de distance qui nous permette de le faire. Alors comme ces objets-là, on va les rencontrer très souvent dans le cours d'algèbre linéaire, autant leur donner un nom. Ces objets-là, qui ont cette forme-là, scalaire u1 plus scalaire u2 plus scalaire un, on appelle ça des combinaisons linéaires de u1, un. Alors je vais l'écrire en toutes lettres. Ça, c'est ce qu'on appelle une combinaison linéaire de u1, un. Retenez bien ce vocabulaire. Il faut que lorsque vous voyez le mot combinaison linéaire de u1, un, votre cerveau dise automatiquement « Ah, ça veut dire », ça s'écrit comme nombre u1 plus nombre u2 plus nombre un. Ça va revenir en permanence dans la suite. Et vous voyez comme c'est un petit peu long à écrire, nous on notera CL pour combinaison linéaire. Une fois que l'on a compris que les seuls vecteurs que l'on peut y construire avec u1, un, ce sont en fait les combinaisons linéaires de u1, un, on a envie de construire un ensemble qui contiendrait en fait tous les vecteurs que l'on peut construire avec u1, un. C'est la raison pour laquelle on introduit vect de u1, un, c'est l'ensemble des combinaisons linéaires de u1, un. Et quand on traduit en termes formels, donc l'ensemble des combinaisons linéaires de u1, un, c'est donc les vecteurs qui peuvent s'écrire comme scalaire u1 plus scalaire u2 plus scalaire un, où les lambda i ici sont des scalaires. Maintenant, retenez bien cette définition. Donc, dès que vous voyez vect, il faudra que vous pensiez à la forme qui est ici, l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme nombre u1 plus nombre u2 plus nombre un, ou inversement, lorsque vous voyez un ensemble qui a cette forme-là, c'est-à-dire nombre u1 plus nombre u2 plus nombre un, vous devez automatiquement penser à vect. Les exemples qui vont suivre vont vous permettre de vous familiariser avec cette notation. Pour vous habituer avec la notation vect, commençons par faire des petites manipulations toutes simples. C'est-à-dire je vais vous donner des vects dans différents espaces vectoriels et on va transformer l'écriture qui est ici en cette écriture-là, ce qui vous permettra de bien visualiser comment ça fonctionne. Travaillons par exemple pour commencer avec les polynômes R de x. Et supposons qu'on vous demande d'exprimer vect de 1 plus x plus x carré, et 1 plus x carré. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va prendre toutes les combinaisons linéaires que l'on peut faire avec ces trois polynômes, et les combinaisons linéaires ont la forme suivante. On va prendre scalaire fois 1 plus x, donc lambda 1 fois 1 plus x, plus scalaire x plus x carré, lambda 2 x plus x carré, plus scalaire fois 1 plus x carré. Donc lambda 3, 1 plus x carré. Où lambda 1 et lambda 2 et lambda 3 sont des scalaires. Ici, on travaille sur un R espace vectoriel, donc ce seront des réels. Alors vous voyez ce que j'ai fait, j'ai juste pris ce terme-là, j'ai multiplié par un nombre, celui-là, j'ai multiplié par un nombre, celui-là aussi, et j'ai tout additionné. Et j'ai l'expression de vect. Après, si vous voulez, évidemment, vous pouvez tout réorganiser. Par exemple, vous pouvez mettre les constantes en premier, donc ça fait lambda 1 plus lambda 3. Ensuite, les termes en x, il y a lambda 1 plus lambda 2. Et puis les termes en x au carré, il y a lambda 2 plus lambda 3. Fois x carré, avec toujours lambda 1, lambda 2 et lambda 3 des réels. Considérons un autre cas de figure.
Supposons qu'on travaille dans R2 et qu'on vous demande d'exprimer vect de 1, 1, 1, 2. Alors, si vous avez compris le premier exemple, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à faire le travail sur ce cas de figure. Alors, même idée, je vais prendre ce vecteur, je multiplie par un nombre, donc lambda 1 fois 1, plus ce vecteur multiplié par un nombre, lambda 2, 1, 2. Avec ici, lambda 1 et lambda 2 sont des scalaires, et comme je travaille dans un R espace vectoriel, je vais prendre des réels. Après, ça, on peut le réécrire si on veut. Donc si vous additionnez ces deux vecteurs, ça va vous donner sur la première coordonnée lambda 1 plus lambda 2, et sur la deuxième coordonnée, lambda 1 plus 2 lambda 2, avec lambda 1 et lambda 2 des réels. Un dernier exemple, supposons qu'on travaille sur l'espace vectoriel des fonctions qui vont de R dans R. Donc, je vous rappelle, c'est l'ensemble des fonctions qui vont de R dans R. Et qu'on vous demande d'exprimer vect de cosinus et sinus. Donc là, c'est les fonctions, j'ai pas mis de x parce que je veux dire que c'est la fonction en son entier, et pas la fonction appliquée à une valeur particulière. Et là, toujours la même chose, on va prendre toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire avec cosinus et sinus. Donc ça sera toutes les fonctions qui pourront s'écrire sous la forme lambda 1 cosinus plus lambda 2 sinus avec lambda 1 et lambda 2. Ici des scalaires, comme on travaille avec un R espace vectoriel, ce seront des réels. Alors si ça vous choque qu'il n'y ait pas de x, il y a une certaine tolérance. On peut aussi admettre cette notation-là, cos x sin x, et dans ce cas-là, on aura lambda 1 cos x plus lambda 2 sin x avec lambda 1 et lambda 2 des réels. Mais on aime moins, parce que quand on met un x, ça veut dire qu'on a appliqué la fonction à une valeur donnée. Donc c'est comme s'il y avait des nombres ici. Alors que nous, on aimerait mieux considérer des vecteurs, donc les fonctions en entier. Donc préférez cette notation si vous pouvez, mais des fois c'est quand même beaucoup plus commode de mettre des x. Alors normalement, vous devez commencer à comprendre comment fonctionne vect. Alors je vais vous donner un exemple un petit peu particulier. On va se placer dans R2, et on va regarder ce que fait vect de 1, 0, 0, 1. Alors je vous invite à faire le calcul par vous-même et à regarder si vous obtenez la même chose que moi. Alors ça nous donne toutes les combinaisons linéaires qu'on peut faire avec ces deux vecteurs, c'est-à-dire lambda 1 fois 1, 0, plus lambda 2 fois 0, 1. Où lambda 1 et lambda 2 sont ici des réels, parce que je travaille dans un R espace vectoriel. Quand je rassemble tout, donc quand j'additionne ces deux vecteurs, ça va me faire le vecteur lambda 1, lambda 2, tel que lambda 1 et lambda 2 sont des réels. Et quand je vois ça, comme lambda 1 et lambda 2 ce sont des réels arbitraires, en fait, j'arrive à attraper tous les vecteurs possibles de R2. Autrement dit, cet espace-là, c'est R2, tout entier. J'ai réussi à exprimer R2 sous forme de vect. Et ça, c'est intéressant, puisqu'on a réussi à réduire notre espace vectoriel R2 à la connaissance de seulement deux vecteurs. Nous verrons plus tard que ces deux vecteurs forment ce que l'on appelle une famille génératrice, mais on n'en est pas là pour l'instant. On peut faire la même chose dans R3, je vous montre. Dans R3, si vous regardez vect de 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1, si vous faites le calcul, je vous laisse faire de votre côté, vous allez tomber sur lambda 1, lambda 2, lambda 3, avec lambda 1, lambda 2 et lambda 3 des réels. Et ça, c'est exactement R3. Et puis on peut imaginer la même chose pour R4. Je vous montre. R4, et en fait, ça sera vect de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, et ça, je vous laisse faire le calcul, ça fait R4. On pourrait aussi imaginer la même chose pour Rn, et la construction elle est toujours la même. Regardez ce qui se passe, Ici à chaque fois j'ai décalé le 1 d'un cran pour obtenir le suivant. Il n'y a
après je les décalais d'un cran pour obtenir les suivants, jusqu'à ce que le 1 arrive tout à droite. Pareil pour R3, le 1 s'est décalé, pareil pour R2. Pour Rn, on pourrait faire la même chose, on aurait un 1 au début, puis après le 1 se décale, etc. jusqu'à la nème position. Je ne vais pas l'écrire, c'est assez vilain, mais je pense que vous aurez compris l'idée. Alors jusqu'ici, on s'est contenté de partir de vect à écrire ce que ça vaut et écrire des expressions alternatives. Je vous propose maintenant de travailler à l'envers, c'est-à-dire on va essayer de reconnaître cette expression-là pour obtenir un vect. Et on va le faire sur des espaces vectoriels que vous connaissez. Prenons par exemple R2 de x. Qu'est-ce que c'est que R2 de x? Ce sont tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 2, c'est-à-dire des polynômes qui peuvent s'écrire comme ceci. A0 plus A1 grand X plus A2 x2, avec A0, A1 et A2 des réels. Alors quand on voit cette expression, on se dit « Ah mais ça ressemble beaucoup à cet objet-là ». Alors il y a juste au début, on ne voit pas le vecteur, mais en fait il est caché, c'est A0 fois 1. Et on a bien une expression comme ceci, regardez. On a scalaire fois 1, plus scalaire fois x, plus scalaire fois x au carré. En fait, ce qu'on a sous les yeux, c'est vect de 1, x, x au carré. Et on peut faire la même expérience avec R3. Par exemple, R3 de x, ça va être l'ensemble des polynômes qui s'écrivent comme A0 fois 1, plus A1 fois x, plus A2 fois x carré, plus A3 fois x cube, avec A0, A1, A2 et A3 des réels. Et là, ce qu'on va reconnaître, eh bien, c'est tout simplement vect de 1, x, x carré et x cube. Et vous l'aurez compris, ceci, on peut le généraliser pour Rp de x. Rp de x, ça va être vect de 1, x, jusqu'à x puissance p. Alors continuons à explorer cette idée d'exprimer un ensemble sous forme de vect. On va regarder dans R2 l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme ceci. Alors ces vecteurs, si vous regardez quelques secondes, on est capable de les casser sous cette forme-là. Ça va nous faire lambda 1 fois le vecteur 3, 4, plus lambda 2 fois le vecteur 1, 7, avec toujours lambda 1 et lambda 2 des réels. Et quand on arrive ici, on se dit « Ah mais c'est un vect », puisque c'est nombre fois ce vecteur, plus nombre fois ce vecteur. Donc on est arrivé à exprimer l'ensemble sous forme d'un vect. C'est vect de 3, 4, 1, 7. Maintenant, peut-être certains d'entre vous se disent « Mais comment vous êtes passé directement de là à là ?» Alors je vais vous montrer dans le détail. D'abord, vérifions que ceci, c'est bien cela. Faisons le calcul. Si vous faites lambda 1 fois 3, 4, plus lambda 2 fois 1, 7, ça va vous donner, en multipliant le premier par lambda 1, ça va faire 3 lambda 1, 4 lambda 1, et le deuxième par lambda 2, ça va faire lambda 2, 7 lambda 2. Enfin, lorsque vous additionnez les deux, donc la première coordonnée va faire 3 lambda 1 plus lambda 2, et la deuxième coordonnée va faire 4 lambda 1 plus 7 lambda 2. Et j'ai bien retrouvé l'expression qui est ici. Alors vous me dites, oui, d'accord, ça marche, mais comment vous avez deviné qu'en partant de là, directement, ça fait ceci? Alors je vous donne l'astuce. Regardez. Vous regardez les lambda 1 ici. Ici, il y en a 3, et là, il y en a 4. Donc ça va me faire lambda 1 fois 3, 4. Ensuite, vous regardez les lambda 2. Ici, il y en a 1. Ici, il y en a 7. Et ça va me donner lambda 2 fois 1, 7. Donc juste en regardant l'expression qui est ici, je suis capable de casser, sans trop d'effort, ce vecteur en une combinaison linéaire de ces deux autres vecteurs. Alors on va voir d'autres exemples tout de suite. Si vous avez bien compris l'exemple précédent, vous ne devriez pas avoir de difficulté pour celui-ci. À nouveau, on va essayer d'exprimer ce sous-ensemble de R3 sous forme de vect. Alors, vous voyez bien, c'est bien un sous-ensemble de R3 puisque nous avons 3 coordonnées. Nous allons casser ce vecteur, donc il y aura lambda 1 fois, donc sur la première coordonnée, il y a un seul lambda 1.
Sur la deuxième, il y en a 1. Sur la troisième, il y en a 2. Ensuite, lambda 2, sur la première coordonnée, il y en a 1. Sur la deuxième, il y en a moins 1. Sur la troisième, il y en a 3. Lambda 3, sur la première, il y en a 1. Sur la deuxième, il n'y en a pas du tout, 0. Et sur la troisième, il y en a 4. Avec lambda 1, lambda 2 et lambda 3, des réels. Et on se rend compte qu'ici, on a un vect. C'est vect de 1, 1, 2, 1, moins 1, 3, 1, 0, 4. On a réussi à exprimer cet ensemble sous forme de vect. Alors nous avons vu tout à l'heure deux exemples d'espaces vectoriels qui pouvaient s'exprimer sous forme de vect. C'était le cas de Rn et de Rp de x. Donc dans ces cas particuliers, vect était un espace vectoriel. Mais en fait c'est une propriété générale de vect. Vect est toujours un espace vectoriel. Alors plus précisément, si vous prenez E un cas espace vectoriel et n vecteurs dedans, U1, Un, alors vect de U1, Un sera toujours un sous-espace vectoriel de E. Et comme un sous-espace vectoriel est un espace vectoriel, donc en particulier, vect sera un espace vectoriel. Et ça c'est intéressant parce que dès que vous avez réussi à exprimer un ensemble sous forme de vect, vous saurez automatiquement que cet ensemble sera un espace vectoriel. Autrement dit, tous les ensembles qu'on a vus avant sont des espaces vectoriels. Et on ne sera pas obligé de passer par la caractérisation des sous-espaces vectoriels pour le démontrer. Alors maintenant, nous allons démontrer ce théorème. Pour démontrer que vect de U1, Un est un sous-espace vectoriel de E, eh bien, on va démontrer la caractérisation d'un sous-espace vectoriel. Alors maintenant, vous commencez, je pense, à avoir un petit peu l'habitude. Il y a deux grandes étapes. D'abord, il va falloir montrer que vect de U1, Un est non vide. Ensuite, il va falloir montrer que si je prends U et V dans vect et un scalaire, alors lambda U plus V est encore dans vect. Alors pour bien suivre cette vidéo, retenez bien, être dans vect, un élément est dans vect, c'est la même chose que dire qu'il s'écrit comme ceci, c'est-à-dire nombre 1 plus nombre 2 plus nombre n. Si vous avez bien ça à l'esprit, ça ne vous posera aucune difficulté pour suivre la démonstration. Tout d'abord, il faut montrer que vect de U1, Un est non vide. Alors on peut dire, bah oui c'est évident, puisque dedans on met toutes les combinaisons linéaires de U1, Un. Alors je vais quand même suivre la ligne qu'on a pris l'habitude de prendre, on va essayer de montrer que le vecteur nul est dedans. Alors le vecteur nul, 0e, vous pouvez l'écrire comme ceci, c'est 0 fois U1, plus 0 fois U2, plus 0 fois Un. Et on a réussi à exprimer le vecteur nul comme une combinaison linéaire de U1, U2, Un. C'est donc bien un élément de vect. Donc vect de U1, Un. Comme le vecteur nul est dans vect, c'est que vect est non vide. Passons maintenant à la deuxième étape. On va prendre deux vecteurs dans vect, un scalaire, et il va falloir montrer que lambda U plus V est encore dans vect. Alors qu'est-ce que ça veut dire que U est dans vect? Ça veut dire que vous pouvez l'écrire comme nombre 1 plus nombre 2 plus nombre n. Donc il va exister lambda 1 lambda n, tel que U s'écrit comme lambda 1 U1 plus lambda n Un. Pareil pour V, V est dans vect, donc on va pouvoir l'écrire lui aussi, sous une forme analogue. Donc on va prendre d'autres nombres, lambda prime 1, lambda prime n, des scalaires, donc là aussi ce sont des scalaires, tel que V s'écrit comme lambda prime 1 U1, plus lambda prime n Un. Donc là j'ai juste exprimé le fait que U et V sont dans vect. Maintenant il faut regarder lambda U plus V. Alors lambda U plus V, si on le calcule, ça fait lambda fois ceci, donc ça fait lambda lambda 1 U1, plus 3 petits points, lambda lambda n Un, plus V, c'est-à-dire ceci, lambda prime 1 U1, plus lambda prime n Un. Moi, j'aimerais que ce truc soit dans vect, c'est-à-dire qu'il s'écrit comme nombre 1 plus nombre 2 plus nombre n. Et bien, quand on a ça, il suffit de réorganiser un petit peu les choses. Regardez, ça
Et ça, je peux les mettre ensemble. Ça va me faire lambda lambda 1 plus lambda prime 1 U1. Le suivant, ça sera pareil. Lambda lambda 2 plus lambda prime 2 U2. Et jusqu'au dernier, le nème, je les rassemble et je factorise. Ça fait lambda lambda n plus lambda prime n un. Et regardez ce que j'ai obtenu. Lambda u plus v, j'ai réussi à l'écrire comme un scalaire u1 plus un scalaire u2 jusqu'à un scalaire un. C'est bien un élément de vect. Par conséquent, si je prends u et v dans vect, je sais que lambda u plus v sera encore dans vect. J'ai démontré le deuxième point. Conclusion, grâce à la caractérisation des sous-espaces vectoriels, je sais que vect de U1UN est un sous-espace vectoriel de E. Et j'ai terminé ma démonstration. En résumé, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ceci? Tout d'abord, une combinaison linéaire des vecteurs U1, UN, c'est tout simplement un vecteur qui peut s'écrire sous la forme scalaire U1 plus scalaire U2 plus scalaire UN. Retenez aussi que vec de U1, UN, c'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires que l'on peut construire avec U1, UN. Retenez aussi que vec de U1, UN est un espace vectoriel. Autrement dit, lorsque vous avez écrit un ensemble sous forme de vect, vous savez automatiquement que c'est un espace vectoriel, donc n'allez pas le démontrer avec les axiomes ou la notion de sous-espace vectoriel. Retenez les deux grands exemples classiques. Rp de x, c'est vect de 1x jusqu'à xp. Et ici, je vous ai bien écrit Rn. Rn, c'est vect de 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, jusqu'au vecteur 0, 0, 0, 1. Ces vecteurs-là, on appelle ça une base canonique de Rn. C'est un vocabulaire sur lequel nous reviendrons lorsque nous aborderons la notion de base d'un espace vectoriel. Retenez aussi ces deux points de méthodologie. Un vecteur U appartient à vec de U1 UN si et seulement si il existe des scalaires lambda 1, lambda n, tels que U est égal à lambda 1 U1 plus 3 petits points lambda n UN. Alors ça peut paraître bête quand on a la définition de vect sous les yeux, et pourtant c'est souvent un point clé de certaines démonstrations. On s'en est servi par exemple pour montrer que vect était un espace vectoriel. Et quand on a ça en tête, parfois ça permet d'avancer plus vite. Et puis, assurez-vous que vous êtes capable de casser des vecteurs de Rn, comme je vous en ai remis un exemple ici. Voilà, nous en avons fini avec la définition de vect et ses premières propriétés. Dans les vidéos qui vont suivre, nous allons voir comment on utilise ce nouvel outil.